Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout est droit, le podcast du pôle défense des droits d'Intercampus dans lequel nous vous informons sur vos droits et vous donnons les clés pour les faire valoir. Je m'appelle Lilou Burlot, je suis vice-présidente de la défense des droits au sein de la Fédération Intercampus et je vous accompagnerai tout au long de ce podcast. Je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui par Lola. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lola Touboulik, je suis en 3e année de licence de droit et je suis chargée de mission à la défense des droits à Intercampus. À l'université, certains parcours sont marqués par un mot qui revient très tôt dans la tête des étudiants, le concours. Concours pour accéder à une profession, concours pour entrer dans une école, concours pour poursuivre une formation spécifique. Dans les filières droit et santé, ces mécanismes de sélection occupent une place centrale. Mais ils évoluent constamment au rythme de réformes de l'enseignement supérieur qui redéfinissent les voies d'accès et les modalités d'évaluation. Comme l'a montré le sociologue Pierre Bourdieu dans ses travaux sur l'enseignement supérieur, la connaissance des règles institutionnelles joue un rôle déterminant dans la trajectoire des étudiants. Dans cet épisode, nous allons traiter, premièrement, des concours juridiques, comme l'École nationale de la magistrature, le CRFPA ou encore le CAPA. Ensuite, nous parlerons des réformes des études de santé, notamment celles de médecine et de pharmacie, et plus largement, la manière dont ces dispositifs structurent le parcours des étudiants. Pour en discuter, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir 2 étudiants au parcours complémentaire. Pour commencer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter et nous expliquer votre parcours universitaire ainsi que vos projets professionnels, messieurs ? Bonjour à toutes et à tous, Ahmed Brahim, vice-doyen étudiant de la faculté de droit de l'URCA et élève avocat. Bonjour à tous, Karl Lettner, je suis étudiant en 4e année de pharmacie à Reims, filière industrie. Je suis actuellement vice-doyen étudiant, chargé de mission au sein de la présidence de l'URCA et vice-président en charge des formations et affaires de santé à Intercampus. J'ai pas mal d'engagements étudiants précédemment, notamment à la Fédération nationale de pharmacie, des étudiants en pharmacie de France, et au sein du tutorat santé de Reims. Merci beaucoup, messieurs, pour vos présentations. Avant d'entrer dans le détail des filières, il est important de revenir sur une question de fond. À quoi servent les concours ? Historiquement, le concours est présenté comme un outil de sélection fondé sur le mérite académique. Il vise à garantir un niveau de compétence, à réguler l'accès à certaines professions et à organiser des parcours exigeants. Mais derrière ce principe général, les modalités concrètes diffèrent fortement selon les disciplines. Dans les études de santé, la sélection intervient très tôt dans le parcours et structure fortement les trajectoires étudiantes. Pouvez-vous nous expliquer, Karl, comment s'organise cette logique de concours et de sélection en études de santé et quels sont les objectifs affichés par ces dispositifs dès les premières années ? Alors du coup, pour les études de santé, on a ce qu'on appelle la PASS et la LAS, donc le parcours d'accès spécifique santé et la licence accès santé. Et en gros, ces 2 systèmes sont complémentaires. On a de la partie de la PASS une majeure santé, donc 70% du programme de santé, et de la partie licence, à peu près 30% de santé. Le but, c'est de former des médecins qui vont être, médecins et d'ailleurs professionnels de santé en général, qui vont être d'un côté complémentaires sur la partie santé et du coup connaître leur domaine, mais aussi avoir un côté intéressant sur d'autres licences. Potentiellement le droit, potentiellement l'histoire, potentiellement le japonais. Il y a pas mal de choses qui sont possibles aujourd'hui et qui permettent à différentes personnes de s'ouvrir à la santé. D'accord, merci beaucoup Karl pour la présentation de ces dispositifs. Et du côté des études de droit, désormais, pouvez-vous nous expliquer, Ahmed, quels sont les principaux concours pour accéder aux professions juridiques et à quel moment du parcours universitaire elles interviennent ? Les études de droit sont des études extrêmement exigeantes puisqu'elles requièrent un certain nombre de prérequis qui sont celles de la rigueur et d'être prêt à attendre un certain nombre d'années avant de pouvoir accéder à un emploi, très souvent par le biais d'un concours. Donc, vous faites une licence en 3 ans, ensuite un master qui vous apportera une certaine complémentarité puisque vous vous spécialiserez dans certains domaines. Différents concours sont proposés à l'issue de ce parcours initiatique, si je puis utiliser ce terme, avec l'un des plus grands concours et des plus prestigieux concours qui est celui de l'ENM, de l'École nationale de la magistrature, qui forme les magistrats et les magistrates de demain. L'école se trouve à Bordeaux. Comme il s'agit d'un concours, vous l'aurez compris, il y a un certain nombre de places qui sont limitées. Les différentes réformes et les plans de financement de la justice ont permis une augmentation du nombre de places ces quelques années, c'est-à-dire les 2 années précédentes et les 2 années à venir. Habituellement, il existe une centaine de places par an. Nous sommes montés à peut-être 200, 250 places ces derniers temps. C'est un concours extrêmement exigeant puisque il commence tout d'abord par des écrits.
transversaux avec une note de synthèse qui est la majeure, avec une épreuve de droit, pour ensuite être admissible avec la note de 10 et à intégrer des oraux, entre autres de culture générale et d'anglais. Et ensuite, le fameux sésame, porte d'entrée à l'ENM qui se trouve à Bordeaux, sera offerte à celles et ceux qui auront atteint les meilleures places. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 13 ou 14 de moyenne et pour autant ne pas être pris à l'ENM puisque le nombre de places est limité. Donc, l'École nationale de la magistrature qui est le principal concours. Et si je puis continuer encore un peu, l'autre sujet majeur des études de droit, c'est le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Vous savez, vous avez le CAP cuisinier, vous avez le CAP boulanger, vous avez le CAP avocat. Et le CAP avocat, vous l'avez après un master et après une épreuve qui s'appelle le barreau, l'examen d'entrée au CRFPA, au Centre régional de formation à la profession des avocats. Ce n'est pas un concours à proprement parler, à proprement dit, c'est un examen exigeant avec des écrits. Voilà, vous avez 10 aux écrits, avec une note de synthèse et des épreuves de droit. Vous intégrez ensuite une épreuve orale, le fameux grand oral qui a lieu quelques semaines après le résultat des écrits. Et ensuite, on vous annonce début décembre si vous êtes parmi celles et ceux qui atteignaient les 10, puisqu'il faut avoir 10, pour pouvoir ensuite intégrer une école, l'école des avocats, qui existe dans chacune des régions de France, donc 12 écoles dans tout le pays, et qui vous permettra ensuite de passer encore un examen qui s'appelle le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui vous permettra ensuite d'exercer la profession d'avocat. Voici les deux principaux concours et examens. Mais je pense qu'on en parlera après, il en existe plein d'autres. Je pense au concours d'accès à la direction des établissements pénitentiaires, pour faire simple, directeur de prison, ou encore directeur d'hôpitaux, entre autres. Très bien, merci beaucoup. Vous l'avez dit, un atout des études de droit, c'est la multiplicité des voies possibles. À partir d'un même socle universitaire, les débouchés peuvent mener vers la magistrature, l'avocature, les carrières administratives ou encore la recherche. Pourtant, chaque voie impose ses propres exigences, ses calendriers, et souvent une préparation longue et très structurée. Selon vous, Ahmed, qui avez obtenu votre CRFPA cette année, on vous en félicite. Merci. Comment se préparer convenablement à ces concours ? À quel moment y penser ? Alors, c'est la sémantique sportive que je vais utiliser comme illustration dans mon propos. Je pense que lorsque l'on veut préparer un concours, moi j'ai préparé le CRFPA, mais l'ENM ou l'INCP, donc l'INCP, l'Institut national du service public, l'ancien ENA, je pense qu'en fait c'est un marathon. C'est un marathon et quand on veut faire un marathon, il faut s'y préparer à l'avance, il faut y réfléchir, faut organiser les choses et il faut accepter l'idée que ça va être long et fastidieux. Long et fastidieux, pourquoi ? Puisque vous avez un certain nombre d'épreuves à préparer, que ces épreuves, elles nécessitent la connaissance d'une quantité significative de notions. Moi, j'ai passé le CRFPA en droit pénal, en procédure pénale. Vous devez connaître l'ensemble de la matière, puisque vous pouvez tomber sur n'importe quelle des questions et des thématiques qui sont propres à ces matières. Et encore, moi je l'ai passé en droit pénal, certains le passent en droit fiscal. Alors vous imaginez, vraiment ils sont très très forts ces gens-là. Je sais pas, ils sont pas nombreux, mais ils sont très très forts. Et donc c'est un marathon. Et donc il y a un aspect intellectuel avec une préparation d'exercice. De toute façon, la meilleure des choses, c'est l'exercice. Et il y a un aspect psychique, c'est-à-dire de savoir être bien entouré, de savoir bien s'alimenter. Moi j'ai été de ceux qui se droguaient aux compléments alimentaires, oméga 3, magnésium, vitamine C, vitamine D l'hiver, c'est le B.A.B.A, c'est le minimum. Et on le sait, c'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Moi, ChatGPT m'a dit, prends des oméga 3, prends du magnésium, prends de la vitamine C, tu verras, ton cerveau il ira mieux d'ici 2-3 mois, et ça a marché. Donc, voilà. Psychique et intellectuel. Voilà, les deux. Psychique et intellectuel, on va retenir ça. D'ailleurs, messieurs, quelle place, selon vous, occupent les préparations privées, les IEJ et les formations complémentaires ? Alors chez nous, les préparations privées occupent une très grande place. Comme vous avez pu le dire, Ahmed, sur le concours en droit, nous, il y a tout un côté mental aussi qui rentre en jeu. Beaucoup de pression, beaucoup de stress, et ça commence dès le lycée. Dès le lycée, on a des préparations privées qui viennent devant les lycées, parfois avec les enseignants, pour promouvoir leur structure, promouvoir une première année qui est compliquée. Alors dans les faits, oui,
Cette année est compliquée, mais pas forcément autant pour avoir besoin de payer une préparation privée environ 10 000 euros par an. Donc c'est quelque chose qui se met beaucoup en place en santé, qui a une vingtaine d'années maintenant, et qui du coup joue énormément dans la réussite, ou en tout cas dans le mental des étudiants. La chance qu'on a en santé, c'est d'avoir des associations qui se mettent en place, dont à Reims, le tutorat santé de Reims, qui viennent amener le même accompagnement, qui viennent aussi amener un côté bien-être mental, bien-être physique, qui sera utile à l'étudiant pour un prix qui est bien moindre. Ça, c'est pour la première année. Mais en santé, on a aussi des concours plus tard. En médecine, par exemple, un concours en 6e année. En pharmacie, un concours en 5e année. Et en dentaire, pareil, 5e année, pour devenir orthodontiste. Donc des préparations privées rentrent aussi en jeu là-dedans. Et c'est le travail d'étudiants comme moi, par exemple, comme certains dans nos universités, de travailler pour aider les étudiants à moindre prix et réussir tout simplement leurs études sans avoir besoin d'avoir 10 000 euros à lâcher tous les ans dans ces études. Parfait, merci beaucoup. Pour continuer sur les études de santé, la sélection a longtemps été incarnée par un fort symbole. La première année, commune, réputée par sa difficulté et son taux d'échec. Pouvez-vous, Karl, nous expliquer l'introduction en études de santé des parcours PASS et LAS remplaçant la PACES? Bien sûr. Alors pour revenir déjà à l'origine, on avait la PACES. La PACES, c'était une boucherie. Pour vous dire, la PACES, c'est à peu près 60 000 étudiants, pour un taux de réussite d'à peu près 13%. Donc ça fait 52 000 étudiants tous les ans qui sortaient des études sans déboucher, sans forcément avoir une voie à vivre, donc potentiellement des doublants, des triplants. C'était une année aussi qui était mentalement difficile. Je sais pas si vous avez vu le film Première année. C'est un film qui est assez connu en général et qui retrace assez facilement cette étude-là, dont une phrase qui a aussi pas mal marché sur Internet, de dire on a tant de temps pour tant de questions. À la fin, c'est plus une question de connaissance, c'est juste un réflexe reptilien de savoir quoi répondre. Donc, cette première année était très très difficile et les fédérations de santé, la FAGE par exemple, ont réussi à faire bouger le gouvernement là-dessus et arriver à une nouvelle version de ces études qu'on appelle la PASS-LAS, donc Parcours d'accès spécifique santé et licence accès santé, que j'ai pu vous expliquer un petit peu avant, qui viennent à l'origine d'un format d'expérimentation qui avait lieu à Angers qui s'appelait la Pluripass. Donc on a une partie santé accrochée du coup à une partie licence qui peut être codex à la santé ou non. Donc on peut avoir de la psychologie, on peut avoir les STAPS par exemple, on peut avoir pas mal de choses, mais aussi des licences un peu plus différentes comme le japonais, ce qui existe en Bretagne par exemple, le droit, les sciences de l'ingénieur, les sciences de l'éducation, etc. Donc il y a pas mal de choses là-dedans. Ce qui est bien par rapport à cette passe-là, c'est qu'on ouvre à plus de monde, à plus de profils différents, donc une façon différente de réfléchir et aussi moins de par cœur. Moins de par cœur par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant et du coup une version en tout cas ou une image qu'on peut avoir des pros de santé aujourd'hui moins robotique entre grandes guillemets que ce qu'on a pu avoir avant. Donc voilà, ça c'est pour la première année dans sa globalité. Très bien, merci beaucoup Karl. Pour reprendre un petit peu de contexte avec vous, ces dernières années, l'État a engagé d'importantes réformes avec la création et la suppression de certains dispositifs. Nous pouvons notamment citer la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et la loi du 27 juin 2025 visant à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation dite loi Neuder. Plus largement, Karl, comment fonctionnent aujourd'hui les études de santé et en quoi ces réformes ont modifié les parcours ? Alors pour revenir rapidement sur les deux lois que vous avez pu citer, celle de 2019 ouvrait du coup à ce nouveau système, et celle de 2025, la loi Neuder, ouvrait à un changement par rapport au nombre de places qu'on pouvait avoir en études de santé. En gros, pour faire simple, aujourd'hui, les places en santé sont réparties en fonction du besoin des hôpitaux sur le territoire et le nombre de places qu'on a à l'université sur nos bancs. À l'époque, c'était une conciliation entre les deux. Maintenant, pour ouvrir plus de places, le poids du besoin de soignants aujourd'hui sur nos territoires a plus d'importance que la place de banc pour justement augmenter le nombre de soignants d'ici à quelques années. Ça, c'est pour la première année. Mais en ce qui concerne les autres réformes, les études de santé bougent pas mal en ce moment. On peut citer par exemple, pour la pharmacie, en ce qui concerne la réforme du 3e cycle, qui est une grosse réforme qui vient d'être signée, qui a été signée par décret à l'entrée 2026, et qui va changer totalement la façon de faire pour les études de pharmacie
de ce qu'on appelle les cycles courts, donc l'industrie et l'officine, donc ce qui englobe 90% des métiers de la pharmacie. Ça, c'est pour la pharmacie. Mais par exemple, on a aussi, pour les sages-femmes, une 6e année, donc l'arrivée du doctorat, pour revaloriser leur métier, un grade master pour les kinés. Donc, encore une fois, une revalorisation. Et pour prendre aussi l'exemple des médecins, c'est un peu plus nuancé. Parce que les différents décrets, différentes lois qui arrivent amènent justement à cette territorialisation des soins et vont mener à ce qu'on appelle une coercition. C'est-à-dire un besoin des étudiants en santé de faire une année en zone sous-dense pour justement aider à la territorialisation des soins et limiter ces zones sous-denses et aussi aider à la formation. C'est pas quelque chose qui est toujours accepté par les étudiants en santé et du coup on amène à pas mal de réformes, pas mal de manifestations aussi en ce moment, surtout du côté de la NEMF, du coup l'Association nationale des étudiants en médecine de France. À côté, on a aussi l'ouverture de ce qu'on appelle le CESP, qui est le contrat d'engagement de service public, qui est un service unique en santé et qui est très utile notamment pour les étudiants en situation de précarité, où le but est de valoriser le travail des étudiants via un salaire de 1 200 € par mois. Et en contrepartie, l'État leur demandera plus tard des années en zone sous-dense pour aider justement à simplifier l'accès aux soins pour les étudiants, pour les patients en tout cas. Donc voilà, c'est quelque chose qui se met en place, qui s'est ouvert aujourd'hui à normalement toutes les études de santé et qui devrait avoir un sacré impact dans les années qui viennent. Parfait, Karl, merci beaucoup pour toutes ces explications et précisions. On le sait, pour les étudiants, les réformes de l'enseignement supérieur ou l'accès aux concours comme ceux dont nous venons de dresser le portrait peuvent être difficiles à appréhender, surtout lorsqu'ils interviennent en cours de parcours. Quels conseils aimeriez-vous, Ahmed, adresser aux étudiants en droit envisageant la préparation d'un concours, vous qui étiez récemment à leur place? Alors, des conseils, je peux vous en donner, mais une chose est certaine, ce qui compte absolument dans ce parcours que vous allez débuter, c'est votre propre ressenti. Mais il est toujours opportun et toujours intelligent d'aller à l'écoute d'autrui et l'expérience peut toujours être significativement aidante. Pour ma part, j'ai pris une préparation privée, on en parlait précédemment, dans le cadre de la préparation au CRFPA, et c'est du même ordre pour l'ENM ou pour d'autres concours administratifs. Il existe des instituts d'études judiciaires dans chacune des facultés de droit de France. À Reims, nous avons un IEJ, à Nancy, à Strasbourg, à Paris. Ces IEJ proposent un accompagnement par des exercices d'écriture, donc notes de synthèse et épreuves de droit. Donc c'est très intéressant, c'est un travail de qualité et qui est nécessaire. Voilà, moi, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de passer par ces IEJ, puisque les personnes qui vous formeront dans ces IEJ, très souvent, sont ceux qui vous corrigeront lors de ces examens et lors de ces concours. Et nous savons toutes et tous que le travail de correction est particulier et que parfois, certains IEJ, certains établissements corrigent d'une manière et pas d'une autre. Donc voilà, le premier conseil que je peux donner aux étudiantes et aux étudiants de notre ressort, c'est de vous inscrire à l'IEJ. Pour ma part, j'ai fait le choix de faire une prépa privée en supplément, donc une prépa estivale. Voilà, pendant 2 mois, vous avez 8 semaines, vous êtes accueillis dans une structure privée. Alors en termes de prix, moi je suis allé à Paris dans une prépa présentielle. La prépa présentielle uniquement elle-même, on est sur du 2 500 €. Mais vous êtes dans une école privée pendant 2 mois. Vous avez chaque semaine des cours magistraux et des corrections concernant vos épreuves. Et vous avez bien sûr accès à une banque de données avec des livres et des vidéos pour vous répondre. Donc moi, le deuxième conseil que je peux donner, c'est très probablement, si la volonté est de maximiser ses chances, c'est de passer par une prépa privée, un peu comme en médecine. Voilà. Donc, dernier petit conseil, je pense, c'est l'organisation, c'est le rétro-planning, c'est savoir gérer son temps. Pour ma part, sur une semaine de 7 jours, j'avais toujours le dimanche, qui était presque sacré, où voilà, je ne travaillais pas le dimanche. Alors au début, on a un sentiment un peu particulier, parce qu'on se dit, voilà, je passe un examen, l'examen de ma vie dans 2 mois, dans 3 mois, mais je ne fais rien le dimanche. Il faut savoir ne rien faire, c'est fondamental. Celles et ceux que je voyais charbonner, comme on peut dire, de 7 jours sur 7, à la fin, ils étaient très très fatigués. Et je crois même que pour certains, voilà, ça n'a pas été favorable. L'issue n'a pas été favorable. Donc, un dernier conseil, c'est savoir se reposer. Voilà, on revient encore sur la métaphore du marathon. Savoir se reposer, savoir prendre soin de soi, travailler le physique, le psychique, l'intellectuel. Je prenais le temps aussi de lire, mais des choses qui n'avaient rien à voir avec le droit.
puisque si vous passez vos journées à lire vos fiches et vos cours, au bout d'un moment, c'est du chinois, quoi. Donc voilà, les 3 conseils, IEJ, prépa et voilà, prendre soin de soi. Voilà. Merci pour ces précieux conseils, Ahmed. Chers étudiants qui nous écoutez, prenez-en bonne note. Quant aux réformes, désormais, comment s'informer efficacement sur ces modifications selon vous, Karl ? Pour ce qui est de la partie santé, on va avoir pas mal d'interlocuteurs possibles. Potentiellement déjà à l'université, parce que c'est elle qui en soi va appliquer ensuite ces réformes, mais aussi pas mal d'acteurs étudiants. Pour ce qui est de la première année, l'interlocuteur qui serait le plus intéressant, ça va être le tutorat santé de Reims. Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, une association de préparation à la première année, qui est au contact des universités et qui du coup va être le plus pertinent pour vous répondre. Pour ce qui est ensuite des études de santé en général, on a les fédérations de filières, les fédérations étudiantes de filières, donc chaque filière a sa fédération. Pour citer les acronymes, on a l'ANEPF, donc l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, pareil avec l'ANEMF pour les médecins, l'ANESF pour les sages-femmes, la FNEC pour les kinés et l'UNECT pour les dentaires, et également leurs acteurs locaux, donc ce qu'on appelle des BDE, des corpos, qui sont là pour les étudiants tous les jours. Donc eux sont au courant de leurs réformes, eux sont au courant de ce qui se passe dans leur filière, et eux sont les mieux placés pour pouvoir répondre à potentiellement de futurs étudiants. Puis bien sûr, on a la Fédération de territoire Intercampus, qui est là aussi pour aider, pour pouvoir orienter par rapport à ces différentes filières, et qui sera toujours très content de répondre aux questions des étudiants. Merci beaucoup, Karl. Pour une dernière question à vous deux, messieurs, je m'adresse à tous les deux. Vous qui êtes engagés auprès des étudiants, nous le savons, quel rôle peuvent jouer selon vous les associations étudiantes, et notamment la fédération comme Intercampus dont vous venez de parler, Karl, mais quel rôle plus largement peuvent jouer ces associations étudiantes auprès des étudiants pour les aider, les accompagner, les informer ? Alors ce qui est vachement bien avec ces associations, c'est qu'on est là pour représenter les gens. On est là pour représenter les étudiants, faire respecter leurs droits et aussi faire avancer leurs études. Donc c'est un rôle qu'on prend très à cœur, qu'on a envie de développer, notamment en cours d'élections étudiantes qui ont lieu cette année. Notre but est de faciliter la vie des étudiants, de faciliter leur vie sociale, parce que l'université, c'est pas uniquement pour travailler. Comme tu pouvais en parler, il faut aussi parfois savoir se vider la tête, pouvoir profiter, pouvoir se faire des amis dans ce qu'on veut faire aussi. Et ces associations comme Intercampus, comme les BDE, corpos qu'on peut avoir au local, sont hyper importantes pour ça. Donc, comment est-ce qu'un étudiant peut s'engager ? Simplement en poussant la porte de son association, en allant parler aux gens, en allant voir comment on peut aider, en allant voir ce qui est intéressant, voir ce qui nous intéresse, et comment potentiellement s'investir aussi dedans. C'est très simple, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. Chacun trouve chaussure à son pied. Certains font des césures, d'autres simplement le mercredi après-midi après les cours. Donc chacun s'investit à son rythme, et c'est ce qui fait aussi la beauté de nos études. Je pense qu'il est fondamental de faire comprendre à celles et ceux qui nous écouteront depuis chez eux, c'est que vous êtes des chevaliers, vous êtes des chevalières. Vous allez entrer dans une voie, dans un chemin qui est particulier, qui est celui des études, qui est celui de la recherche du savoir. Et dans ce chemin, il vous faut rencontrer, il vous faut vous faire des camarades, puisque ce chemin sera long, sera fastidieux, sera difficile. Mais l'issue ne sera que belle. Et pour cela, vous avez besoin d'intégrer ces associations qui sont soutenues par la Fédération Intercampus, qui fait un travail extraordinaire, un travail de renseignement, un travail de soutien physique, puisque, comme vous le savez, il existe l'agorae, et c'est très difficile de bien étudier lorsque l'on a le ventre vide, et il est aussi parfois très difficile d'étudier lorsque l'on a l'esprit vide, et des soirées, des moments de rencontre et de franche camaraderie est, à mon sens, le meilleur outil pour réussir et retrouver la clé de ce chemin extraordinaire qui est celui des études. Merci beaucoup à nos deux invités du jour, Ahmed Brahim et Karl Littner, pour leurs conseils et témoignages, nous montrant qu'avec information, organisation et réflexion, il est possible de naviguer dans ces parcours exigeants avec confiance et sérénité. Nous vous souhaitons bon courage dans la poursuite de votre cursus universitaire. N'oubliez pas que connaître ses droits et comprendre son parcours, c'est déjà se mettre dans une position de force pour réussir.
Portez-vous bien, merci de nous avoir écoutés. C'était Lilou Burlot et Lola Touboulik du pôle Défense des droits de la Fédération Intercampus. À très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast Tout est droit, pour en découvrir un peu plus sur vos droits et bien plus encore.